Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, on va parler. Pétula Clark, 81 ans, 91 ans. Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. En lien direct avec l'entrevue qui suit. Dr Éric Simard est avec nous, docteur en biologie. Éric, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Ça vous dit quelque chose, ça, Pétula Clark? Là? Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir? Oui. Parce que oui, ça me dit quelque chose, mais je suis quand même né en 75 en passant, donc j'ai la même non, c'est avant votre temps, mais on est capable de savoir ce qui s'est passé avant notre naissance. Mais ça, là, moi, j'ai toujours trouvé que c'était très représentatif de notre culture occidentale. Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Et aujourd'hui, dans la Gazette, je lisais sur le rapamycine. C'est quoi? Qui vous appelle, là? Oui, il y a un appel en ligne en même temps. Oui, la rapamycine, un médicament qui est utilisé. C'est quoi? Pour ralentir les processus du vieillissement. En fait, il faut savoir que c'est un médicament qui existe depuis très longtemps, qui a été découvert, bien sûr, sur l'île de Pâques par un chercheur montréalais même, donc de bactéries qui sont dans le sol, qu'on appelle des streptomycètes, qui est une molécule qui nous a appris, dans le fond, qu'on a des processus cellulaires qui règlent l'ensemble de toute la croissance et le développement, mais qui sont aussi responsables du vieillissement plus tard dans notre vie. Donc, cette molécule-là, qui est utilisée, entre autres, pour réduire les rejets de greffe, ou encore même pour traiter certains types de cancers, à plus faible concentration, en fait, à plus faible dosage, ont un impact direct sur la vitesse du vieillissement cellulaire. Mais là, j'ai lu, Éric, que ça a été découvert, vous l'avez dit, un Montréalais, à l'île de Pâques, dans le Pacifique Sud, en 1964, il y a 60 ans, mais je comprends pas comment on l'a isolé, comment on l'a identifié. Écoute, Benoît, c'est des bactéries du sol qui vont transformer, en fait, le sol, puis pour se protéger elles-mêmes de tous les éléments extérieurs, vont produire une foule de molécules. En fait, on a environ 80% de nos antibiotiques qui viennent de ces bactéries-là. Donc, fort probablement qu'à l'époque, étant donné que là, ils isolaient une nouvelle espèce, les streptomycètes, ils ont dû s'attarder au type de molécules que la bactérie produisait dans l'espoir probablement de trouver des nouveaux antibiotiques. Et la molécule en question, la rapamycine, avait un effet du côté des moisissures. Pas nécessairement un bon antibactérien, mais c'est un anti-moisissure, mais avait un effet très, très fort, en fait, sur le système immunitaire puis sur le ralentissement de la croissance. Et c'est utilisé maintenant aussi, même dans certaines applications médicales, volontairement pour ralentir la croissance quand ils ont des excroissances ou des problèmes chez l'enfant, souvent, où on va avoir une croissance trop rapide, par exemple, d'un membre. On va essayer de ralentir volontairement la croissance. On va utiliser la rapamycine. Ouais. Écoute, moi, je trouve ça complètement fascinant parce que là, l'étude est publiée dans The Lancet. Là. C'est pas le catalogue Ikea, là. C'est crédible. Oui, bien écoute, ça fait quand même, je te dirais, une quinzaine d'années qu'on sait qu'on va être en mesure d'agir sur le ralentissement du vieillissement humain. Donc, ça fait quand même longtemps, d'un point de vue scientifique, que c'est écrit dans le ciel, si tu veux, qu'on sait qu'on va être en mesure de ralentir le vieillissement. Et là, les travaux sur la rapamycine, c'est pas d'hier. Il y en a eu vraiment tout un paquet. Là, ce que The Lancet a fait, c'est ce qu'on appelle une revue systématique. C'est qu'ils sont allés regarder tout l'ensemble des démonstrations cliniques qu'on a. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est de la démonstration clinique chez l'humain, parce que des données chez l'animal, on en a vraiment beaucoup. Ils sont allés publier sur le fait qu'on a un impact réel au niveau de la peau qui semble être évident, sur le système immunitaire puis sur la santé cardiovasculaire. Et c'est sûr que, de faire des recherches sur le vieillissement, ou ce que pour bien faire, ça nous prendrait des études cliniques qui vont durer genre 75 ans, on n'en est pas là, puis c'est pas demain la veille. Mais aujourd'hui, on est en train de développer des nouveaux outils. Je te dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, au Québec, moi-même, en fait, j'ai mis en place un programme de recherche pour développer un nouvel outil pour aller mesurer plus finement le vieillissement humain, puis être en mesure, justement, d'étudier des impacts de des molécules de ce type-là beaucoup plus facilement. Et là, ça touche le système immunitaire, le cardiovasculaire. Comment ça l'affecte? Comment c'est quoi? Ça le protège? Écoute, c'est une question, c'est extrêmement complexe, honnêtement. C'est comme si je te disais que toutes les maladies, parce que l'article raconte aussi qu'ils sont en train de le tester pour la dégénérescence nerveuse, l'Alzheimer éventuellement. Ouais. C'est que toutes les maladies associées au vieillissement ont une racine commune
qui est comme la poussée de l'organisme à vieillir, en fait, qui va augmenter les risques de développer ces maladies-là, puis la vitesse de développement de ces maladies-là. Fait que là, c'est évident, en fait, si on comprend bien la chose, que si on réussit à agir sur cette racine-là du vieillissement, on va avoir des impacts sur une multitude de maladies associées, dont justement le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'ostéoporose, écoute, l'Alzheimer, justement. On va réduire les risques, et pour les gens qui seraient touchés, on va ralentir la vitesse de progression de ces maladies-là. C'est un domaine de la science, honnêtement, où on va faire des découvertes en santé humaine qui vont être extraordinaires. À court terme, là. Bon, oui, ben, on est rendu là, c'est évident. En fait, bon, faut comprendre, le premier papier qui a été publié qui disait qu'on était en mesure d'agir sur le vieillissement humain, c'est une évidence, ça a été publié en janvier 2015. En science, c'est relativement récent. Okay? C'était un changement majeur dans notre compréhension, parce qu'on a longtemps pensé que le vieillissement, c'était une question d'usure qui s'accumulait au fil des années, mais on a des organismes vivants qui vieillissent pas, hein? On a des organismes vivants qui maintiennent même la capacité de réparer tout type de membre, en fait, ou de se réparer complètement. Donc, d'un point de vue biologique, le vieillissement ne fait pas de sens. Et la raison de fond, en tant que telle, du vieillissement, si tu veux une explication simple que tout le monde est capable de comprendre, là, c'est qu'on va vieillir à la même vitesse qu'on va se développer, parce que passé l'âge adulte, la croissance continue, malheureusement, et c'est une poussée inutile d'un point de vue biologique. Autrement dit, c'est comme si on avait encore une poussée de croissance, mais on ne grandit plus, et ça nuit à notre fonctionnement cellulaire. Fait que si on est capable de ralentir cette poussée de croissance-là, on va ralentir le vieillissement. Et c'est la raison pour laquelle une souris qui se développe très rapidement, à 21 jours de gestation, ne vivra pas plus que 3 ans. Un éléphant qui a 18 mois de gestation va vivre au moins 60 ans. C'est vrai pour tous les mammifères. Donc, la molécule en question qu'on parle aujourd'hui, la rapamycine, freine les processus de croissance. Fait que plus tard dans notre vie, elle va freiner les processus de vieillissement. Mais là, quand on parle de vieillissement, Éric Simard, est-ce qu'on parle juste de l'intérieur ou aussi de l'extérieur? Parce que si t'es jeune en dedans, mais t'as l'air vieux en dehors, t'es pas plus avancé. Non, le mot de la chose, c'est que c'est réellement tout l'organisme au complet. Puis, ouais. Point tel, en fait, Benoît, oui. Il y a eu une étude qui a été publiée par le NIH américain, si vous voulez, l'Institut de la santé américaine, il y a plusieurs années, en fait, sur les macaques japonais, qui a fait la manchette à l'échelle internationale. C'était publié en 2014 parce qu'ils ont montré des images de macaques japonais qui ont fait de la restriction calorique. Bon. Parce que faut comprendre que pour ralentir le processus du vieillissement, tu as des molécules qui vont être capables de le faire, comme la rapamycine, qu'on va appeler des gérosuppresseurs, ralentir le vieillissement. Mm-hmm. Et tu as aussi le jeûne. Le jeûne, un des gros intérêts du jeûne, en fait, ou de la restriction calorique, comme on l'a étudié en sciences, c'est aussi de ralentir le processus du vieillissement. Et là, pour revenir à mes macaques japonais de 2014, les macaques qui avaient fait du jeûne, la photo a fait le tour de la planète, honnêtement, en 2014, parce que tu es capable de voir à l'œil que le macaque japonais qui a fait du jeûne, en fait, ou de la restriction calorique, est visiblement beaucoup plus beau. Il y a une plus belle fourrure, il manque pas de poils à l'animal. À l'œil, on se rend compte de la différence versus celui qui a vieilli normalement, naturellement. Donc, c'est juste pour te dire que c'est réellement un impact sur tous les organes, tout l'organisme, toutes les cellules, y compris même l'apparence. C'est fou, ça. Mais, et on me parlait aussi, Éric, de l'inflammation, là, beaucoup. Tu sais, Richard Béliveau, mon cardiologue, parlait de l'inflammation qui causait aussi des problèmes de santé. Est-ce que ça a un lien avec le vieillissement? Oui, bien sûr. En fait, le domaine de l'inflammation, il y a une belle image qu'on peut utiliser, qui est le fait d'avoir un petit feu de foyer, si tu veux, qui brûle tout le temps à l'intérieur de nous. Que malheureusement, on va entretenir sans le savoir par des mauvaises habitudes de vie. Et ce petit feu-là va alimenter plus fortement le développement des maladies ou les risques de développer différents types de maladies. Mais ce feu-là va augmenter tout au long, en fait, de nos processus de vieillissement et va accélérer le développement de certaines maladies. Et en anglais, on va même avoir un terme qu'on utilise, qu'on appelle l'inflammaging, donc l'inflammation reliée au vieillissement. Donc, d'un côté, c'est un cercle vicieux où plus tu en fais, plus tu vas en faire, plus ça va accélérer le développement de certaines maladies ou accentuer les risques de les développer en tant que tel. Puis le contraire est vrai aussi. Plus tu vas réduire ton inflammation, plus tu vas réduire tes risques de plein de maladies. Fait que oui, ça a un gros impact, mais c'est pas un point, comment je te dirais, c'est pas la racine même des raisons du vieillissement, c'est un accélérateur. OK, les gens ne savent pas, hein? Personne ne sait ça, mais Éric Simard, tu as 102 ans, hein?
Puis personne... Écoute, je voulais pas le dire, 125, Benoît. 125. Mais il y a quelque chose que tu as compris là-dedans. Là. Mais sérieusement, dans ta vie, quand on travaille là-dedans, là, c'est sûr qu'on s'approprie les connaissances qu'on développe. Alors, dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu as compris, toi, pour prendre soin de ta santé? Écoute, il y a beaucoup d'éléments, tu as raison. Avant tout, si j'avais un seul conseil à dire à tout le monde, en fait, aujourd'hui, là, c'est qu'il faut tout faire. Ce qui a fait la grande réussite des centenaires, c'est le fait qu'ils sont vraiment excellents dans toutes les habitudes de vie, y compris celles dont on discute moins, comme par exemple la qualité des relations sociales, le type de personnalité que les gens vont avoir, le fait d'être relativement extraverti, d'être positif, d'avoir une grande capacité à exprimer nos émotions. Ça a un gros impact sur la façon dans laquelle on va vieillir. Ben oui, tout à fait. Écoute, honnêtement, en fait, d'un point de vue biologique, là, parce qu'on aime bien, nous autres, les chercheurs, on aime ça, c'est de tout séparer les affaires, hein, tout compartimenter. Tu regardes l'élément qui va avoir le plus gros impact en nombre d'années sur l'espérance de vie humaine, c'est la qualité de la vie sociale. On estime qu'une personne vivant seule a 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui a un grand cercle d'amis. À ça, il faut bien sûr ajouter la saine alimentation, la qualité, l'activité physique, la saine gestion du stress, de l'anxiété. Là-dedans, j'inclus la qualité du sommeil. Tu sais, tout ça va ensemble. Et là, une fois que tu as fait tout ça, hein, parce que la question des gyrosuppresseurs ne va pas permettre à des gens d'avoir des mauvaises habitudes de vie, puis compenser des mauvaises habitudes de vie en utilisant des molécules qui vont ralentir le vieillissement. C'est pas ça du tout. C'est que c'est un élément de plus, en fait. C'est que, en plus d'avoir toutes les saines habitudes de vie, quelqu'un qui veut augmenter encore plus ses chances, comme moi, ce que je fais, je prends différents gyrosuppresseurs. On en a découvert 21 nouveaux durant nos travaux de recherche avec l'Université Concordia, qui ont eu cours depuis 2013 ici au Québec, en passant. Et les travaux avancent encore. En fait, on est encore là-dedans en recherche. Ça va de soi que j'applique moi-même mes propres recommandations. Mais tu prends des gyrosuppresseurs. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu vois le résultat? Ah, ben c'est difficile à dire. Écoute, on s'en reparlera dans 30 ans. Je suis pas sûr d'être là. Il y a certains éléments, je te dirais, qui manquent quand même pas. Actuellement, pour une personne de mon âge, je suis de loin capable d'aller à un niveau de fréquence cardiaque maximale qui est très, très élevé. Tu sais, moi, je suis encore capable d'atteindre des 190, 195 de fréquence cardiaque maximale, tu sais, ce qui est des niveaux qu'on voit chez des gens de 20-25 ans. Ouais. Puis de la même façon, mon niveau de récupération à l'épreuve est vraiment génial. Là. Je suis capable de m'entraîner très fortement sans être raqué le lendemain. Fait que, il y a beaucoup de choses. Je suis plus en forme actuellement que je l'étais à 30 ans, c'est pas mal. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments qui me tendent à dire que oui, en fait, tout ce que je suis en train de faire fonctionne très bien. Le livre sort quand? Mon livre, en 2025, écoute, si mon éditeur suit, puis là, il va rire s'il entend notre entrevue d'aujourd'hui, mais s'ils suivent les échéanciers, normalement, c'est en mars 2025 qu'on devrait sortir mon 5e livre, qui va être mon protocole de longévité, carrément. Je vais aller beaucoup plus loin que les autres d'avant, en faisant beaucoup de recommandations, même basées sur des hypothèses de ce qu'on voit de la science qui s'en vient au cours des prochaines années. Là. Et je vais faire 63 recommandations qui vont s'appliquer à la fois des recommandations journalières, des recommandations hebdomadaires, puis des recommandations annuelles. Qui vont aider les gens à porter un regard vraiment complet sur la façon qu'ils vivent et la façon dont on peut souvent introduire des petits éléments qui vont beaucoup améliorer nos chances de vieillir en santé. OK. J'ai hâte de lire ça. On se donne rendez-vous en mars 2025. Éric Simard, docteur en biologie. C'est fascinant, hein? Puis je pense qu'il faut se donner la peine de faire quelques efforts, mais la compréhension de tout ce que tu viens de nous expliquer, c'est pas simple non plus. Non, Benoît, puis en fait, honnêtement, en terminant aussi, je voudrais te lancer une invitation à tous les gens qui nous écoutent. On a lancé en mars une étude ici au Québec pour le développement justement d'un nouvel outil pour mieux évaluer l'âge biologique des gens. Et l'étude est toujours ouverte, les gens peuvent participer et on rend disponible au fur et à mesure de l'avancement des travaux les résultats directement à la population. Ils peuvent suivre les avancées qu'on fait du côté de la science en direct, en fait, sur Internet, sur le site Internet de l'entreprise avec laquelle on collabore pour les travaux. Et les gens peuvent nous écrire si ça les intéresse, en fait, de contribuer à la recherche sur le vieillissement à info@vitoli.ca. C'est info@vitoli.ca. Bon, parfait. Le message est lancé, puis je vais aller voir ça, parce que c'est vraiment fascinant, mais en même temps, on ne veut pas vivre jusqu'à 200 ans, là. Ben,
la grosse différence, là, honnêtement, je ne veux pas mentir à personne, là, actuellement, on ne voit pas nécessairement la possibilité de dépasser le 120 ans maximal là, qui semble s'établir pour l'humain. Il y a quelque chose là dans la biologie qu'on ne comprend pas encore, en fait, Benoît, si tu veux qu'on soit vraiment très honnête. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui en parlent, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là. C'est comme si on avait une espèce de date de péremption. Ce qu'on sait cependant qui est intéressant, c'est qu'entre aujourd'hui et 120 ans, on est capable de raccourcir énormément la période de temps durant laquelle on va être affecté par les maladies associées au vieillissement, à un point tel même que certains centenaires, que c'est en nombre de jours ou en nombre de semaines qui sont touchés. Tu sais, comme mon arrière-grand-mère à moi, là, si on la prend, en fait, elle avait jamais été hospitalisée. Elle est morte à 98 ans. Elle a été hospitalisée 2 semaines de temps. Tu sais, puis elle est morte avec toute sa tête, entourée de sa famille, en nous disant qu'elle était fière, qu'elle avait mené une très belle vie, qu'elle était contente, mais que son temps était venu, qu'elle était fatiguée. Puis, écoute, c'est épatant. C'est comme ça qu'on voudrait tous mourir, en fait. Oui. C'est fascinant. Dr. Éric Simard, un gros merci, Éric. À la prochaine. C'est un grand plaisir. Salut. À bientôt.